Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, je vous le demande à chaque fois, c'est normal, je m'inquiète aussi pour vous et tout, surtout dans ces moments de cette pandémie de coronavirus. Alors comme vous le savez, ce soir, le sujet que je vais aborder, c'est la gastrite, ainsi que 3 maladies inflammatoires intestinales les plus connues, les plus répandues. Voilà. Donc, je vais préciser, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un groupe sur mon compte Facebook. Par contre, sur mon compte Facebook, je n'ai pas le même nom parce que sur mon compte Facebook, c'est mon vrai prénom et nom. Tandis que sur le YouTube, ce n'est pas mon vrai nom de famille parce que je préfère rester anonyme pour certains membres de la famille qui, franchement, des fois, ont jugé par le passé mes vidéos que je ne devais pas faire du YouTube et je trouve vraiment ça absurde et déplacé de leur part. Donc, je vais juste vous donner mon vrai nom sur Facebook si vous voulez vous abonner à mon groupe de gastrique chronique. Je souffre de gastrite chronique, mais si c'est aussi des maladies inflammatoires et tout, vous pouvez aussi venir sur le groupe, hein, ça revient au même. Donc, c'est sous Sandrine, mais Boya le nom. Donc, Boya, B comme Béatrice, O-I, 2L comme Laurence, A-T. Sous Sandrine Boya. Vous allez immédiatement me reconnaître grâce à la photo de profil. Voilà, pour ma part, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai été opérée d'hémorroïdes, ça fera 2 semaines demain. Je vais un peu mieux, c'est encore douloureux, enfin il faut un bon mois pour aller mieux. Mais je me remets gentiment de tout ça, voilà. Comme vous le savez, je vous ai déjà dit que pendant mes vidéos, j'ai pas mal soif à force de parler et que je bois du thé, surtout que je fais mes vidéos le soir. Et le thé me fait énormément de bien, justement déjà pour les problèmes d'estomac et pour mes problèmes de nuque et tout. C'est un remède naturel, ce sont des plantes et ça fait vraiment du bien. Alors je m'excuse, je bois juste une gorgée. Voilà. Alors, donc nous allons commencer le sujet. Donc comme vous le savez, la plupart du temps, moi je vous lis, c'est comme un genre d'exposé, je vous lis le sujet concerné, en l'occurrence les gastrites ce soir et les 3 maladies inflammatoires intestinales les plus connues. Et j'ai quelques images également à vous montrer. Et j'ai aussi juste j'ai juste eu sur le groupe des gastrites, j'ai eu une question d'une personne concernant un médicament à prendre, s'il fallait le prendre ou je ne sais plus quoi. Il faut que je retrouve la question. Elle m'a demandé si quelqu'un connaît le traitement Alflorex et est-il efficace pour les ballonnements. Je répondrai à cette question à la fin de ma vidéo. Voilà, donc en l'occurrence, j'ai aussi également informé la personne sur mon groupe que je lui répondais aussi en privé sur le groupe, enfin, pas en privé, en public sur le groupe. Et ainsi aussi également sur ma vidéo que je faisais ce soir. Excusez-moi, je change un petit peu l'appareil de position, la caméra, parce qu'elle glisse. Voilà. Bon, sur ce, nous allons commencer. Donc, le premier sujet sera la gastrite. Donc, bien sûr, je vais vous donner la définition, les symptômes, les causes et les traitements et les genres de gastrite aussi qui sont possibles parce qu'il y a plusieurs genres de gastrite. Voilà. Donc, le terme gastrite est utilisé à tort pour caractériser les douleurs de l'estomac. La gastrite n'est pas une maladie. C'est une lésion caractéristique visible uniquement sur les biopsies de l'estomac et qui est asymptomatique dans la plupart des cas, explique le docteur Franck Zerbib, gastro-entérologue au CHU de Bordeaux. Elle est liée à une inflammation aiguë ou chronique, justement, de la muqueuse qui tapisse les parois de l'estomac. Elle se distingue de la dyspésie, caractérisée par une douleur ou sensation d'inconfort après le repas, mais sans lésion à l'origine des symptômes. Donc cette dyspepsie, je n'avais même pas vu ce mot, je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être vous laisser regarder sur internet. Ça s'appelle dyspepsie. D-Y-S-P-E-P-S-I.
PSIE, mais apparemment c'est juste expliqué. C'est caractérisé par une douleur ou une sensation d'inconfort après le repas, mais sans lésion à l'origine des symptômes. Donc apparemment c'est c'est cela, excusez-moi, je m'embrouille. Comme je vous l'ai expliqué, je crois, les névralgies d'Arnold donnent parfois des troubles de l'élocution, donc il ne faut pas m'en vouloir. Donc apparemment la dyspepsie, bon là en l'occurrence j'ai du mal à lire parce que c'est un mot compliqué. Je viens de vous l'expliquer, c'est une douleur ou une sensation d'inconfort après le repas, mais sans lésion à l'origine des symptômes. Voilà. Donc en fait, vous pouvez aller voir si vous voulez ou pas, mais je voulais... En fait, c'est expliqué ici. Donc je continue. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de gastrite. Et ça, je ne savais même pas. Je l'ai appris aujourd'hui. Donc il y a la gastrite entrale, fundique. Alors, on va commencer. La gastrite aiguë correspond à un épisode transitoire. Elle est plutôt rare et disparaît après un traitement. Tandis que la gastrite chronique, en revanche, est une inflammation qui perdure et va s'installer. En l'occurrence, le groupe que j'ai ouvert sur Facebook. On parle de gastrite entrale lorsque l'inflammation concerne l'antre gastrique, la partie stomacale qui se situe juste avant le pylore. La gastrite atrophique est une inflammation de la paroi interne de l'estomac associée à une perte des glandes présentes au niveau de l'épithélium, la couche superficielle de la paroi de l'estomac. Elle entre dans la catégorie des gastrites chroniques et c'est le plus souvent irréversible malheureusement. La gastrite virale est provoquée par un virus. Il se transmet dans la plupart des cas par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. La gastrite érosive est une gastrite chronique. Elle est plus longue et plus difficile à traiter que les gastrites aiguës. Elle se caractérise par la présence de petites ulcérations sur la paroi de l'estomac. Elle est appelée ainsi car elle est due à l'érosion de la muqueuse de l'estomac. La gastrite fundique est une des formes de gastrite chronique. Cette maladie est une inflammation de l'intérieur de l'estomac touchant le fundus, c'est-à-dire la grosse tubérosité de l'estomac à sa partie initiale. Elle présente les caractéristiques d'une gastrite atrophique, c'est-à-dire l'atrophie de la couche superficielle de la paroi de l'estomac, avec en plus une destruction des glandes normalement contenues dans la paroi. La gastrite érythémateuse se caractérise par un érythème, c'est-à-dire par une rougeur sur la muqueuse stomacale. Voilà, c'est vous dire le nombre de genres de gastrite qu'il existe. Donc ensuite, suite à tous les noms que je vous ai dit, moi je ne peux pas faire une vidéo et vous détailler toute l'anatomie de tous ces termes et tout le détail de ce que c'est. Donc si vous voulez aller voir par curiosité, donc ayant entendu mes mots, vous mettez pause, vous réécoutez et vous allez chercher sur Google. Je vous laisserai aller voir de votre propre chef, comme on dit. Donc voilà tous les types de gastrite, c'est incroyable. Et moi je vais juste vous montrer un estomac, bon vous l'avez déjà sûrement vu, mais normalement un estomac est tout bien rose quand il n'est pas endommagé. Et là, c'est une paroi de l'estomac enflammée par la gastrite. Voilà, c'est tapissé de taches blanchâtres comme ça et c'est très très rouge. Normalement, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc, en l'occurrence, pour vraiment savoir si on souffre, d'après ce que je comprends, d'une gastrite chronique, il faut faire une gastroscopie. Moi, j'en ai eu une. Donc, c'est clair et net, le diagnostic, malheureusement, de gastrite chronique a été posé. Et je souffre de ceci, malheureusement. Et je dois prendre des médicaments contre ceci. Médicaments et chimiques, en l'occurrence des inhibiteurs de la pompe à protons. Mais j'essaye de ne pas trop en prendre parce qu'à long terme, c'est mauvais.
et également des médicaments naturels à base de plantes. Ensuite, les causes de la gastrite. Alors, comme souvent des personnes me parlent sur le groupe, cause de la gastrite, Helicobacter pylori ou maladie de Biermer. Je vous dis, c'est assez compliqué. Voici ce qu'est cette bactérie Helicobacter, ici en photo. Voilà, donc je vais vous lire tout ça. Oui, effectivement, c'est la photo de l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qu'on doit traiter à base d'antibiotiques. La principale cause de la gastrite est l'infection à l'Helicobacter pylori. En France, entre 15 et 30% de la population adulte est porteuse de cette bactérie. La contamination se fait généralement durant l'enfance et persiste toute la vie si elle n'est pas éradiquée. L'infection à Helicobacter pylori provoque d'abord une gastrite aiguë, puis évolue en gastrite chronique en l'absence de traitement. La muqueuse de l'estomac peut alors s'atrophier, les glandes chargées de synthétiser le suc gastrique se raréfient, ce qui perturbe l'absorption des nutriments et vitamines. Ouais, c'est pas glamour tout ça. La seconde cause de gastrite chronique, derrière l'infection à Helicobacter pylori, est la gastrite auto-immune appelée la maladie de Biermer. Le patient développe des anticorps dirigés contre les cellules de son estomac. Résultat, les globules blancs les attaquent et les détruisent. Cette maladie est irréversible. La seule chose que l'on puisse faire est de surveiller le patient et le supplémenter pour pallier les carences, décrit le docteur Pierre Zerbib. Donc voilà en gros les causes de la gastrite qui contient l'Helicobacter pylori ou la maladie de Biermer. Pardon, je me suis étranglée. Alors l'Helicobacter pylori, je connaissais évidemment, je l'ai eu, on me l'a traité. Mais la maladie de Biermer, je ne connaissais absolument pas ce terme, je l'apprends aujourd'hui, je pense comme vous et moi. Bon, on va passer aux symptômes. Symptômes de la gastrite, douleur, fatigue. Dans la majorité des cas, la gastrite aiguë ou chronique ne provoque aucun symptôme. Quand ils sont présents, la personne peut ressentir une douleur, une sensation de pesanteur, une gêne abdominale, des nausées ou des vomissements, des maux de tête, de la peine à respirer. Les battements de cœur se font alors plus forts. Les lésions provoquées par la gastrite sont visibles lors d'une endoscopie, que l'on peut aussi également, comme je vous ai dit, appeler gastroscopie. En l'occurrence, moi je viens de Suisse et nous on utilise plutôt le terme gastroscopie. Peut-être qu'en France, vous utilisez le terme endoscopie, qui est la même chose, c'est enfiler un tube, une caméra dans l'œsophage qui descend jusqu'à l'estomac pour aller voir tout ce qui se passe là-dedans, quoi. Le diagnostic, la fibroscopie. L'examen endoscopique, aussi nommé fibroscopie ou gastroscopie, est l'examen de référence. Il consiste à introduire un tube souple équipé d'une caméra. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Cet outil permet au gastro-entérologue d'examiner l'intérieur de l'estomac, repérer les lésions et évaluer l'étendue de la gastrite. Lors de l'examen, le médecin peut aussi prélever des échantillons de la muqueuse, biopsie. Ces prélèvements seront ensuite analysés en laboratoire afin de mettre en évidence la cause de la gastrite. Nous passons au traitement. Alors, antiacides, donc c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, comme je vous ai dit. Antibiotiques, test respiratoire à l'urée. Le traitement de la gastrite et de tous les genres de gastrite dépend de sa cause. Lorsque la biopsie a mis en évidence une infection à Helicobacter pylori, un traitement antibiotique est prescrit. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est une bactérie. Dans la mesure du possible,
Il doit dépendre de la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques afin de limiter l'antibiorésistance. Si l'évaluation de la sensibilité a pu être réalisée, le traitement de 10 jours doit être composé de 2 antibiotiques et d'un inhibiteur de la pompe à protons. Indique les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, publiées en 2017. En l'absence d'évaluation, la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, recommande de prescrire une combinaison des 3 antibiotiques associés à un inhibiteur de la pompe à protons pendant 14 jours. 1 mois après l'arrêt des traitements, il faudra réaliser des tests respiratoires à l'urée, pour s'assurer que la bactérie a été éradiquée. Toutefois, le traitement permet de soulager seulement un patient sur 10, malheureusement. Pour la grande majorité, leurs douleurs à l'estomac sont fonctionnelles et ne sont pas en relation avec cette infection, souligne le spécialiste. Dans le cas de la gastrite auto-immune, le traitement repose sur une supplémentation en vitamine B12. Donc avant, il parlait de toutes les gastrites, mais je pense que c'était pour souligner qu'il précisait qu'il y avait plusieurs types de gastrites à citer pour les traitements qu'il faut. Quand les symptômes de la gastrite sont légers, ils peuvent être soulagés en prenant des médicaments qui neutralisent ou réduisent la production d'acide gastrique, dit antiacide, inhibiteur du récepteur H2 de l'histamine, inhibiteur de la pompe à protons. Ils peuvent être associés à des traitements à base d'alginate de sodium comme le Gaviscon. Vous savez, le Gaviscon, ou il y a d'autres noms aussi, c'est ce liquide blanchâtre qu'on prend comme ça, c'est dans des sachets, on ouvre et on gobe en fait tout dans la bouche. Et on avale ça d'un coup, c'est assez gluant, c'est pas très agréable, mais pour éviter ce goût désagréable, il en existe à la menthe et comme ça, et ça fait moins ce goût un peu, je sais pas, c'est un goût un petit peu qui croche à la bouche, un goût de fer, je sais pas comment expliquer. Donc moi, si je dois prendre ça, je prends de l'eau à bras avec pour enlever cette impression que ça colle dans la bouche. Où j'en suis-je? La réduction du stress, l'arrêt du tabac, de la consommation d'alcool et d'une surconsommation de café ou de thé est à privilégier. Alors, évidemment, en l'occurrence, là, je bois du thé, mais attention, il parle de la surconsommation. Et moi, ce n'est pas tout le temps que je bois du thé. Et je pense que ça dépend aussi du thé. Comme le thé noir, ben, c'est irritant. Peut-être que là, il ne précise pas que les thés aux plantes ou les tisanes sont quand même bénéfiques. Après ça, c'est à vous de juger, à vous de voir. Chacun, après, pense comme il veut. Hein, son avis peut être différent de ce qui est écrit. C'est tout à fait normal. Alimentation en cas de gastrite. En cas de gastrite, il est conseillé de se tenir à 3 repas par jour, sans grignotage entre chacun, y compris de boissons, sauf de l'eau. Quels aliments supprimer en cas de gastrite? Des brûlures de l'estomac, des nausées, autant de symptômes qui peuvent être provoqués par une gastrite. Pour un meilleur confort digestif, il convient alors de bien choisir ses aliments en évitant les plus irritants. Donc ici, il ne précise pas en fait, je vois les aliments supprimés, ce qui est bizarre. Moi, je pense que c'est tout ce qui est très épicé, les chips, tout ce genre de choses, les plats épicés. C'est un petit peu évasif, leur sujet, un petit peu, oui. Quels aliments supprimer en cas de gastrite? Et il marque juste des brûlures de l'estomac, des nausées. C'est un peu bizarre leur réponse. Et il dessine juste ça. Il faudrait supprimer cet aliment. Je n'arrive pas bien à savoir ce que c'est. Vous en jugerez par vous-même. Mais pour moi, je sais que c'est tout ce qui est irritant, le café, ben, le thé noir, tous ces trucs-là.
manger manger chinois, manger épicé, tout ça, quoi. C'est à éviter. Ça, c'est logique. Complications. Alors, je vais pas vous faire peur, mais je vais quand même le lire. L'ulcère. Le cancer de l'estomac. Bon, ben, ça, c'est dans les cas extrêmes. Et pour ceux qui n'ont pas été suivis, bien sûr. Mais je vais quand même vous le lire. La gastrite peut évoluer vers l'ulcère de l'estomac. Dans le cas des gastrites chroniques à infection à Helicobacter pylori ou de maladies de Biermer, les patients sont à risque de cancer de l'estomac. Ces gastrites peuvent se compliquer en cancer dans 1 ou 2% des cas. C'est très peu. Cette complication est liée à l'atrophie de l'estomac et la disparition des glandes qui sécrètent l'acidité gastrique, précise le spécialiste. Avant de conseiller si une dégradation de l'état général est observée comme une perte d'appétit, un amaigrissement, des vomissements sanglants ou douleurs rebelles au traitement, il faut consulter un médecin car ces signes suggèrent une complication. Dans le cas de la maladie de Biermer, les patients souffrent d'anémie qui se manifeste par une grande fatigue, des vertiges, une tachycardie, c'est le cœur qui tape trop vite, ou encore la peau pâle. Ils développent également des troubles neurologiques liés à un déficit de vitamine B12, disparition des réflexes, troubles de la coordination. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur ce mot cancer parce que c'est sûr que quand on voit le mot cancer ou qu'on l'entend, ça fait peur. Il est noté, je voulais quand même vous le lire parce que moi j'aime être honnête dans mes vidéos et je ne veux rien cacher. Donc je vous ai lu ce qui était écrit. Il y a juste le passage des aliments à éviter pendant les gastrites qui est un petit peu évasif, un petit peu à côté de la plaque, on va dire. C'est pas grave, hein, on n'est pas infaillible et je pense que celui qui a créé le thème a fait une petite erreur, quoi. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne critique pas, quoi. Je vous informe juste qu'il y a une erreur, quoi. Alors, allez regarder sur Internet peut-être quel aliment à éviter. Mais moi, je vous ai parlé de certains aliments qui, à mon avis, sont à éviter. En tout cas, que moi, j'évite quand j'ai des gastrites. J'ai renversé un peu de thé. Attendez, je vais juste chercher un petit papier pour essuyer. Voilà, excusez-moi. Il vaut mieux essuyer maintenant que ça sèche et que ça pompe dans le bois de mon meuble. Voilà. Ça serait pas très sympa pour le meuble, il sera abîmé. Donc, ensuite, où j'en suis-je? Bon, maintenant, j'en suis on va parler des 3 maladies inflammatoires intestinales les plus courantes et ou les plus connues. Mais avant ça, je vais répondre à la question de la personne qui m'a demandé sur mon groupe Facebook, donc des gastrites chroniques, sous le fameux nom que je vous ai dit au début de ma vidéo. Je répète une fois, peut-être si vous l'avez loupé, sous Sandrine Boya. Alors, elle m'a demandé, la question était celle-ci. Quelqu'un connaît le traitement Alflorex? Et si oui, est-il efficace pour les ballonnements? Donc, je ne connais pas ce médicament. Donc, c'était déjà un médicament français, à mon avis, parce qu'il n'est pas dans la liste répertoriée des médicaments suisses. J'ai cherché. Je l'ai trouvé sur un site français. Et j'ai trouvé déjà à quoi il sert. Alors, Alflorex contribue à renforcer la flore intestinale et améliore les troubles du transit en diminuant la micro-inflammation intestinale. Et ce qui est important au niveau de ce médicament, ce qui est bien, c'est qu'il est sans dioxyde de titane, sans gluten et sans lactose. Voilà les caractéristiques de ce médicament. Ensuite, pour la personne, si elle regarde ma vidéo, je ne suis pas médecin.
Cette vidéo est une vidéo de conseil, à genre d'exposé. Ce n'est pas une consultation médicale, donc je conseille à la personne de plutôt s'adresser à un médecin, parce que moi, je ne fais pas de la pub pour que je dise à une personne, oui, prends ce médicament ou prenez ce médicament, allez-y, il est bien. Non, moi je dis, peut-être qu'un médicament peut aider tel ou tel problème, mais moi je dis toujours, adressez-vous à votre médecin. On ne prend jamais un traitement sans avoir l'accord d'un médecin. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est, puisqu'apparemment la personne n'est pas au courant de comment, s'il agit contre les ballonnements et s'il est efficace. Ça veut dire que la personne ne connaît pas ce médicament. Donc moi je lui conseille ou je te conseille, si tu m'écoutes, d'aller voir un médecin pour lui demander. Parce que, imagine que je te dise, oui, allez, prends ce médicament, et ensuite, s'il t'arrive quelque chose, ben, je me sentirais vraiment fautive, quoi. Donc moi, je suis pas là pour faire de la pub pour les médicaments. Je peux dire les sortes de médicaments que moi, je consomme, mais je vais jamais vous dire, allez, prenez-le, allez-y, jamais, jamais, jamais. Ah non, alors ça, pas. Hein. Donc moi, je dis, bon, je vais lui répondre aussi. Je lui ai déjà pré-répondu à quoi il servait, en l'occurrence ce que j'ai lu. Je lui ai fait une capture d'écran du site et je lui ai envoyé. Mais après, pour le consommer, je lui conseille ou je te conseille d'aller voir un médecin ou de demander l'avis au moins d'un pharmacien. Parce qu'après, c'est clair qu'un antidiarrhéique, on ne va pas aller chez le médecin pour demander si on a le droit de le prendre. On sait qu'on risque rien. Mais comme là, elle ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, il a l'air bien, il a l'air inoffensif. Mais par sécurité et acquis de conscience, au moins demander l'avis d'un pharmacien. Et le pharmacien dira s'il faut demander l'avis d'un médecin, mais au moins le pharmacien. Parce que comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, vous savez que je consomme pas mal de médicaments à cause de mes problèmes de névralgie d'Arnold. Et les médicaments, faites attention. Ne prenez pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Et je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Et je pense que le 99% des gens qui m'écoutent là en ce moment, c'est très bien qu'on ne s'auto-médique pas comme ça. Voilà. Donc c'était juste pour répondre à la question, sans méchanceté aucune. Hein. C'est pour ton bien. Parce que je tutoie en général mes abonnés, vous sur YouTube et aussi les personnes de Facebook. Donc c'est pour ton bien si tu m'écoutes, voilà. Et si les autres gens m'ont écouté et qu'ils se disent « Ah ouais, ça peut être bien ce médicament », demandez peut-être conseil à... Demandez, pas peut-être, demandez de sûr conseil à votre pharmacien. Au moins le pharmacien. Parce qu'apparemment, il est vendu sans ordonnance et il est à base de plantes, d'après ce que j'ai vu. Donc ça a l'air d'être un médicament inoffensif, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il suffit d'une fois, vous savez. Ouais, je pense que je vous apprends rien quand même. Vous savez très bien que l'automédication est pas bien. Sans avis d'un médecin, évidemment. Moi, pour ma médication, j'ai un semainier qui est préparé, que je reçois chaque semaine, qui est fait comme il faut et tout. Voilà. D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse. Pour les névralgies d'Arnold, le 18 juin, j'ai rendez-vous avec mon médecin des douleurs chroniques. En l'occurrence, c'est un anesthésiste, mais ce sont maintenant les anesthésistes qui s'occupent des douleurs chroniques. Et il va changer ma médication parce qu'il voit que je prends pas mal de médicaments. Pas que des forts, mais même les pas forts, c'est pas bien à long terme. Parce que mon corps doit aussi s'habituer à lutter contre les douleurs sans prendre toujours quelque chose. Mais je fais déjà l'effort, mais c'est très difficile. Alors il va me changer cette médication pour diminuer toujours progressivement. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur l'automédication par la suite. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, il y en a déjà des vidéos sur l'automédication. Bon, si vous voulez bien, on va revenir sur le thème d'aujourd'hui. Donc, j'en étais, maintenant je vais vous parler des 3 maladies inflammatoires intestinales les plus courantes et ou les plus connues. Donc, maintenant je vais vous les citer.
La première, c'est la maladie de Crohn. La deuxième, c'est le syndrome du côlon irritable. La troisième, c'est la colite ulcéreuse. Alors les deux premières, moi je les connaissais. La troisième, aucune idée. J'ai appris ça aujourd'hui, comme quoi faire du YouTube, ça instruit et ça apprend beaucoup de choses. Donc, on va commencer par la maladie de Crohn. Je vais vous montrer en fait une photo d'intestin et ce qui est en rouge vif, c'est là que la maladie de Crohn à 6 endroits de l'intestin attaque les intestins, qui est en rouge vif. C'est très voyant. Après, je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas médecin. Voilà, où il y a le rouge vif, c'est là que la maladie de Crohn cause vraiment problème. Apparemment, dans le côlon, une bonne partie, et vers la fin de l'intestin grêle. Voilà, je vous ai juste noté ça. Voilà, donc nous entamons le sujet. Alors, la maladie de Crohn est une affection inflammatoire chronique de cause inconnue qui peut atteindre tous les segments du tube digestif, mais le plus souvent l'iléon, le côlon et l'anus. Ah ben c'est ce que je vous ai montré en fait, ce qui était en rouge. Les lésions sont habituellement segmentaires, asymétriques et les localisations séparées par des zones saines. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique affectant la partie terminale de l'intestin grêle, l'iléon, et assez souvent le côlon, rarement d'autres parties du tube digestif. La maladie évolue par poussée tout au long de la vie. Vous imaginez? Tout au long de la vie. Je sais qu'on ne peut, pour l'instant, malheureusement, la médecine, bien qu'elle est très développée en 2020, n'a encore pas trouvé de traitement pour guérir la maladie de Crohn. La soulager, oui, mais la guérir, non. C'est comme pour mes névralgies, en fait. Cause. La cause de la maladie de Crohn est inconnue. Bon. Mais il semble de plus en plus clair que l'inflammation est de nature auto-immune. Il se peut qu'une telle réaction soit déclenchée par un virus ou une bactérie. On remarque que l'incidence de la maladie de Crohn est plus élevée dans les pays industrialisés et tend à augmenter depuis 1950. Cela laisse croire que des facteurs environnementaux, probablement reliés au mode de vie occidental, pourraient avoir une influence importante sur l'apparition de la maladie. Aucun facteur spécifique n'a encore été décelé. Des chercheurs ont étudié les gènes de dizaines de familles dans lesquelles la maladie de Crohn est fréquente. Ces recherches ont permis de découvrir des sites génétiques qui indiquent une susceptibilité accrue de souffrir de cette maladie localisée sur les chromosomes 12 et 16. Toutefois, les scientifiques croient que dans la plupart des cas, l'hérédité ne serait pas déterminante. Même chez les personnes dont la génétique prédispose à la maladie de Crohn, d'autres facteurs sont nécessaires pour que la maladie survienne. On a longtemps pensé que le stress pouvait déclencher des crises. Cependant, les études réalisées jusqu'à présent réfutent cette hypothèse. D'accord. L'origine exacte de la maladie est inconnue. Il s'agit d'une maladie auto-immune dans laquelle une protéine humaine, le TNF, a cause des réponses immunes anormales. Il existe des formes familiales dans près d'un quart des cas. Fréquence. La maladie de Crohn frappe les deux sexes et commence en général entre 20 et 40 ans. Les formes atteignent le côlon uniquement peuvent commencer après 50 ans. En Belgique, près de 15 000 personnes sont atteintes de la maladie de Crohn et 500 nouveaux cas sont recensés chaque année. Une fois installée, la maladie évolue par poussée tout au long de la vie.
La mortalité peut atteindre 5 à 15%. Les décès sont généralement dus à une perforation intestinale, à une septicémie, infection disséminée par voie sanguine, à la dénutrition ou à une dégénérescence cancéreuse, notamment du côlon ou du rectum. Prévention. Aucun moyen de prévenir la maladie de Crohn n'est connu. Mesures pour prévenir l'aggravation et les récidives. Suivre le traitement à la lettre. Certaines personnes parviennent à réduire la fréquence des phases aiguës de la maladie en suivant bien leur traitement. Cesser de fumer. Plus on fume de cigarettes depuis longtemps, plus le risque de récidive et d'intervention chirurgicale est élevé. Éviter les médicaments anti-inflammatoires en vente libre ou sur ordonnance. Ceux-ci sont contre-indiqués car ils peuvent déclencher une crise aiguë de la maladie. Comme analgésique, privilégiez l'acétaminophène. Aux doses recommandées, l'acétaminophène, entre parenthèses Tylenol, c'est un nom de médicament en l'occurrence, est sans danger pour l'intestin. Les symptômes. Les signes cliniques digestifs de la maladie de Crohn sont la diarrhée, les douleurs abdominales, des manifestations anales et périanales, fissures, abcès, fistules, parfois la perception d'une masse abdominale. Les signes généraux sont la fièvre, la perte de poids et l'altération de l'état général. Les manifestations extra-intestinales les plus fréquentes sont les atteintes ostéo-articulaires, arthralgie, arthrite, cutanéo-muqueuse, érythème noueux, ulcération buccale et oculaire, uveites. Excusez-moi pour les un petit peu broutage de mots médicaux, mais ils sont compliqués comme vous pouvez l'entendre. Les symptômes se manifestent uniquement durant les crises. Principaux symptômes. Des douleurs abdominales fréquentes qui s'accentuent après un repas. Des crampes d'intensité variable, une diarrhée chronique. Donc pour ceux qui me suivent, qui m'écoutent et qui souffrent de ça, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Suite des symptômes, de la fatigue, un faible appétit et une perte de poids même avec un régime alimentaire équilibré. Autres symptômes graves, du sang dans les selles, des glaires dans les selles, genre mucus. Les glaires sont un mucus épais et filant ayant la consistance d'un blanc d'œuf. Une légère fièvre, 38 à 40 degrés. Des douleurs aux articulations. Source. Le début est plus souvent insidieux qu'aigu, mais il y a des formes qui débutent par des douleurs abdominales aiguës, pouvant simuler une crise d'appendicite. Les symptômes dépendront de la topographie et de l'étendue des lésions. Alors, iléite ou atteinte de l'iléon. L'iléon est la partie terminale de l'intestin grêle. Les douleurs abdominales sont localisées dans la partie basse et droite de l'abdomen. Les diarrhées sont pâteuses ou liquides, en général non sanglantes au début. Le malade est affaibli, amaigri et peut présenter une fièvre modérée. Iléocolite ou atteinte de l'iléon et du côlon. L'iléocolite présente le même tableau clinique que celui de l'iléite, mais les diarrhées sont souvent sanglantes et accompagnées de faux besoins. Atteinte anorectale. L'atteinte anorectale peut précéder l'iléite et la colite de plusieurs mois ou d'années. Elle peut se présenter sous forme de fistules, d'abcès ou de fissures anales et périanales. Atteinte extra-intestinale. La maladie de Crohn peut s'étendre en dehors du tube digestif. Elle peut ainsi toucher les glandes articulations et y provoquer de l'arthrite. Au niveau cutané, des troubles peuvent apparaître comme la pyodermite, infection cutanée purulente, ou l'érythème noueux, éruption de nodosité rouge violacée, ferme et douloureuse, siégeant surtout sur les jambes. Des atteintes buccales, aphtes et oculaires,
inflammations peuvent aussi apparaître. Ah mais bien dis donc, c'est catastrophique. Complications. Conséquences possibles. Une malnutrition, car durant les crises, les personnes atteintes ont tendance à moins manger et à moins s'alimenter. Un retard de croissance chez les enfants et les adolescents. De l'anémie par manque de fer, en raison d'hémorragie ou d'une mauvaise absorption du fer contenu dans les aliments. D'autres problèmes de santé, comme de l'arthrite, des affections de la peau, une inflammation des yeux, des ulcères buccaux, des calculs rénaux ou des calculs biliaires. La maladie de Crohn, lorsqu'elle est en phase active, augmente le risque d'avortement spontané chez les femmes enceintes qui en sont atteintes. Elle peut rendre difficile la croissance du fœtus. Il est donc important que les femmes qui souhaitent devenir enceintes contrôlent très bien leur maladie à l'aide des traitements. Les complications possibles. Des obstructions partielles du tube digestif qui causent des ballonnements, des nausées accompagnées de vomissements, de matière fécale ainsi que de la constipation. Des ulcères dans la paroi du tube digestif. Des plaies autour de l'anus, des fistules, des fissures profondes ou des abcès chroniques. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn ont un risque légèrement accru d'être victimes d'un cancer du côlon, surtout après plusieurs années de maladie, même chez les personnes en traitement. La nécessité d'entreprendre un dépistage plus précoce ou plus fréquent du cancer du côlon dépend de plusieurs facteurs. En discuter avec son médecin est le plus important. Diagnostic. Le diagnostic est basé sur la diarrhée chronique, les douleurs abdominales, les fistules ou l'abcès périanaux ou les abcès périanaux, l'amaigrissement et la fièvre. L'examen radiologique caractéristique, lavement baryté ou endoscopie mettra le diagnostic en évidence. Traitement. Les traitements actuels limitent l'inflammation et permettent de contrôler les symptômes, mais ne guérissent pas les patients. Mesures générales, repos, antidiarrhéique et alimentation saine. Corticoïdes, hormones prises pour diminuer l'inflammation. La prednisone et la méthylprednisolone peuvent être pris par voie orale et rectale. Antibiotiques indiqués en cas de complications infectieuses. Tétracycline, fluoroquinolone, métronidazole, etc. Aminosalicylés, la mésalazine ou la sulfasalazine sont indiqués pour le traitement de fond des formes coliques. Chirurgie. La chirurgie est indiquée en cas d'échec du traitement médical ou en présence de complications, notamment en cas d'abcès et de fistule ou d'obstruction. Le segment malade va être retiré et les deux extrémités vont être reliées. Cette intervention est nommée résection et anastomose. La chirurgie ne guérit pas de la maladie. Agents biologiques. Au cours des dernières années, une nouvelle classe de médicaments désignés sous le nom de traitement anti-TNF ont fait leur apparition. Voilà, le sujet peut être assez long, mais nous arrivons tantôt au bout. Voilà. Faute de disposer d'un traitement étiologique, le traitement de la maladie de Crohn repose sur, au cours des poussées et en fonction de leur intensité, les salicylés, excusez-moi, mais les termes médicaux sont tellement difficiles à lire, et surtout les corticoïdes systémiques ou à action topique lorsque la maladie est chroniquement active, alors souvent corticodépendante ou corticorésistante. On a habituellement recours aux immunosuppresseurs, essentiellement l'azocyprine ou la mercaptopurine, et plus rarement à des perfusions d'anticorps monoclonaux, anti-TNF alpha en méthotrexate ou à la cyclosporine. L'indication de nécessité et non de principe. En effet, les
xérès des segments atteints ne met pas à l'abri des récidives. Le traitement symptomatique utilise, selon les cas, les ralentisseurs du transit ou la cholestérémine. Oulala, pas facile, hein? Les antibiotiques, en particulier la métronidazole, ont des indications. Il faut obtenir l'arrêt du tabac, car ce dernier aggrave la maladie. Et conclusion, il n'existe pas de traitement curatif. Ainsi, l'objectif est de contrôler l'inflammation, corriger les insuffisances alimentaires et soulager la douleur, la diarrhée et les autres symptômes. La chirurgie est parfois appropriée lorsque les autres traitements ne suffisent pas à procurer un soulagement en cas de fistule, d'obstruction complète du tube digestif ou d'ulcère perforé. La maladie demeure néanmoins présente. Une partie du tissu atteint peut être complètement retirée. Les fistules réfractaires peuvent aussi être fermées par chirurgie. Voilà, j'en ai terminé pour la maladie de Crohn. Je suis désolée pour les termes qui étaient les termes scientifiques, médicaux ou médicamenteux. Ils n'étaient pas faciles et ni évidents à lire. J'ai soif, je suis désolée. Donc veuillez m'excuser pour les petits bourtages de phrases, mais je pense que vous arrivez à me comprendre parce que c'était pas évident. Mais j'espère que malgré tout, le sujet vous a quand même intéressé et vous a capté, ouais, titillé, vous avez été pris dedans. Pour ceux qui en souffrent et peut-être que pour ceux qui ne connaissaient pas ça, maintenant sont au courant un peu plus en détail de cette maladie. Voilà, il y avait quelques phrases assez répétitives. Mais je crois que dans les grandes lignes, c'était bien résumé. Les deux derniers sujets seront moins longs, rassurez-vous. Parce que comme je vous ai dit, les vidéos trop longues, peut-être je sais que les gens en ont un petit peu au bout d'un moment, un peu marre de regarder. Mais je pense que vous n'en avez pas marre de me regarder. Parce que je sais que vous m'appréciez beaucoup. Ça, j'en suis certaine. Donc, on va terminer les deux sujets. Donc, sujet numéro 2, des maladies inflammatoires intestinales les plus courantes. Syndrome du côlon irritable. Certains symptômes du syndrome du côlon irritable peuvent être le résultat d'une allergie alimentaire liée au IgG. Alors, avant de continuer, je vous montre juste la photo, comme j'ai fait tout à l'heure. Ce qui est dessiné en vert, c'est là où le problème est lié. C'est là où les gens souffrent du côlon irritable. Voilà, ce qui est dessiné en vert, donc jusqu'au rectum et à l'anus, d'après ce que j'ai pu comprendre avant. Voilà. Alors, le syndrome du côlon irritable cause beaucoup d'inconfort et de stress. Pour certaines personnes, il peut même être invalidant. Celles-ci peuvent être incapables de travailler, de participer à des événements sociaux ou même de voyager sur de courtes distances. L'intensité des troubles varie d'une personne à l'autre. Elle peut augmenter à mesure que les années passent. Certains patients souffrent parfois de légers symptômes du syndrome du côlon irritable. D'autres ont à supporter en permanence des troubles graves. Le syndrome du côlon irritable peut survenir sans avertissement, mais aussi par exemple après une infection intestinale. La qualité de vie est souvent considérablement réduite. Symptômes d'intolérance, problèmes gastro-intestinaux, maux de tête, excès de poids. Le traitement consiste essentiellement à prendre des médicaments, des émollients fécaux et laxatifs qui maintiennent les symptômes sous contrôle. Les symptômes étant souvent tous liés à la consommation de certains aliments, les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable mettent souvent en œuvre des régimes compliqués qui les restreignent sévèrement. Un test d'allergie alimentaire lié au IgG, suivi d'un régime d'élimination et de provocation, peut être une approche intéressante.
ImuPro vous permet de modifier votre régime alimentaire de façon très personnelle à partir des résultats de votre test. Donc là, en l'occurrence, je vous laisse aller voir sur Internet ce qu'est l'ImuPro et ce qu'est l'IgG. Donc I majuscule, G minuscule et G majuscule. Symptômes courants du syndrome du côlon irritable. Constipation et diarrhée, parfois en alternance. Maux d'estomac, douleur abdominale, ballonnement, crampes. Les traitements, je vous les ai dit. C'est déjà terminé pour le syndrome du côlon irritable. Le sujet étant très court, parce que c'est une maladie qui n'est pas grave, mais qui est embêtante. Comme une névralgie, c'est pas grave, mais c'est très, très embêtant et très douloureux. Et je m'aperçois que ce syndrome du côlon irritable, ça fait partie de ces maladies, de ces syndromes plutôt, de ces pathologies qu'on ne peut pas traiter si facilement que ça. Voilà, donc là j'en ai terminé pour le syndrome du côlon irritable. Et puis, donc oui, je voulais juste vous préciser que tous ces petits termes, ces petits trucs qui mettent en évidence dans les textes, je ne vais pas vous détailler tout ça, parce que imaginez, ça ferait une vidéo de plus de 3 heures de temps si je commence de tout vous détailler, les mots comme l'ImuPro vous permet de modifier votre régime, toutes ces petites choses, ça c'est un détail, c'est des parenthèses du sujet que je vous fais, parce que le sujet principal était la gastrite, et après c'était les 3 maladies les plus fréquentes, mais je ne vais pas entrer dans les petits détails. Donc j'espère que vous me compreniez, parce que sinon on n'en finit plus. Vous savez au moins en gros ce que c'est exactement, les traitements, les symptômes, les causes, et c'est le plus important. Voilà, je voulais juste vous préciser ça. J'en suis au 3e point. Nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Nous en sommes à 52 minutes. J'espère que vous êtes toujours là et que vous n'en avez pas eu assez, que vous n'avez pas quitté la vidéo. Parce que comme je vous ai dit, en principe, ouais, j'aime faire 30 minutes au maximum, mais là, c'était pas possible. Et ouais, faire 3 vidéos pour le sujet qui touche la même chose, ouais, le système digestif, faire 3 vidéos, ouais, je trouvais un petit peu stupide, donc j'ai voulu tout regrouper en une vidéo. Je continue. Nous en sommes à la colite ulcéreuse. Alors voici en rouge vif la douleur localisée de la colite ulcéreuse. C'est assez spécial, c'est la fin du côlon, rectum et anus. Voilà. Alors, description. La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique du côlon qui évolue généralement par poussée. Habituellement, l'inflammation débute au niveau du rectum et peut se propager à l'ensemble du côlon. Dans la couche superficielle de la muqueuse du côlon, on peut trouver des ulcères inflammatoires qui saignent facilement. Différence entre la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Tout d'abord, seul le côlon est affecté en cas de colite ulcéreuse, à la différence de la maladie de Crohn où l'inflammation peut se propager dans tout le système digestif. La deuxième différence, c'est que la répartition de l'inflammation est continue dans la colite ulcéreuse. Ce ne sont pas différents segments de l'intestin éloignés les uns des autres qui sont atteints dans ce cas. L'inflammation débute dans la plupart des cas au niveau du rectum et peut se propager en direction de l'appendice. Troisièmement, toutes les couches de la paroi intestinale ne sont pas affectées dans la colite ulcéreuse. Seulement la muqueuse, en réalité, couche interne. Symptômes et troubles. Similaires à la maladie de Crohn, les symptômes de la colite ulcéreuse vont d'épisodes de diarrhée sanglante et glaireuse avec ou sans fièvre à des crampes abdominales, de l'anémie suite à la perte de sang et jusqu'à des troubles dans d'autres parties du corps, principalement la peau, les yeux et les articulations. On peut rarement se baser uniquement sur ces symptômes pour différencier ces deux maladies.
Étant donné que l'intestin grêle n'est pas affecté en cas de colite ulcéreuse, cela n'entraîne donc pas aussi souvent une diminution de l'assimilation des nutriments. Ensuite, les connexions entre l'intestin et d'autres organes, vessie, peau, utérus et l'accumulation de pus près du côlon sont tout aussi rares car l'inflammation ne touche pas toute l'épaisseur de la paroi, elle touche en réalité seulement la muqueuse. Thérapie. La thérapie des bases de la colite ulcéreuse prévoit les mêmes médicaments que pour la maladie de Crohn. Cependant, la localisation différente de l'inflammation a aussi ici une incidence importante. Comme l'inflammation n'est... Oh, ils ont fait une faute d'orthographe, donc je vais corriger. Comme l'inflammation n'est que présente dans le côlon et plutôt superficiellement muqueuse, les médicaments à action locale, comme par exemple les dérivés aminosoliacyclés et les stéroïdes à action locale, sont à privilégier et ils sont des médicaments de premier choix pour la plupart des patients. Les corticostéroïdes sont, comme pour la maladie de Crohn, utilisés à court terme pour contrôler une poussée aiguë lorsque les traitements locaux ne sont pas suffisamment efficaces. Les autres immunomodulateurs et les biothérapies sont utilisés chez les patients qui ne répondent pas à la thérapie locale. Ensuite, dérivés aminosalicyclés, par exemple la mésalazine. Ces médicaments sont plus efficaces pour la colite ulcéreuse que pour la maladie de Crohn. Ils peuvent être utilisés autant lors d'une poussée qu'en période de rémission à titre préventif. Ils sont disponibles sous la forme de comprimés, de lavements ou de suppositoires. Ils sont très peu assimilés par l'intestin dans la circulation et provoquent donc peu d'effets secondaires systémiques. Corticostéroïdes. Les corticostéroïdes sont ce qu'on appelle les dérivés de la cortisone. Ils peuvent être administrés sous forme de comprimés ou bien par voie intraveineuse. Les corticostéroïdes sont des anti-inflammatoires puissants, mais ils ne sont utilisés que pendant une période limitée au cours d'une poussée aiguë en raison de leurs effets secondaires importants. Les immunomodulateurs. C'est ainsi qu'on nomme des médicaments qui atténuent les réactions du système immunitaire et ainsi par la même occasion la réponse inflammatoire de l'intestin. Les principaux médicaments de cette classe sont l'azatioprine et la mécaptopurine. La méthotrexate est utilisée aussi, même si c'est plus rarement que les deux autres. Biothérapie. Cette catégorie comprend des anticorps artificiellement modifiés qui inhibent l'action des molécules qui sont essentielles à l'activation du système immunitaire. Les médicaments qui en font partie sont très puissants et peuvent être également efficaces chez les patients ne répondant pas aux autres catégories de médicaments. Chirurgie. Une thérapie chirurgicale est une mise en place en cas de complications. Grâce à une opération, on peut retirer les anses intestinales très dilatées afin d'éviter un risque de rupture. Dans la colite ulcéreuse, toutefois, une thérapie chirurgicale peut être considérée comme thérapie de base pour des cas très graves qui ne répondent pas à toutes les autres thérapies. Avec l'intention de guérir la maladie, on peut enlever la partie enflammée ou bien la totalité du côlon, colectomie. Cependant, cela peut parfois conduire à un regain d'activité de la maladie dans les parties restantes. Risque de cancer chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Les patients qui souffrent de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse présentent un risque beaucoup plus élevé de développer un cancer du côlon au cours de leur maladie. C'est pour cette raison que des patients doivent être inscrits dans un programme de suivi et se soumettre régulièrement à des coloscopies
même s'ils n'ont apparemment aucun symptôme. Les intervalles entre les coloscopies dépendent de la localisation de l'inflammation. On prévoit dans la plupart des cas, et selon les directives actuelles, une coloscopie 8 ans après le diagnostic initial, ensuite une tous les 1 à 2 ans. Le centre des maladies de l'appareil digestif de l'hôpital de Lille, je ne sais pas dans quel village ou ville, est considéré comme un centre de référence de renommée mondiale pour les maladies inflammatoires de l'intestin, avec sa consultation spéciale pour la maladie de Crohn et la colite. Excusez-moi, l'hôpital de Lille, c'est en Suisse, dans mon pays où j'habite. Moi, j'ai confondu avec la localité Lille. Je crois qu'il y a cette localité en France. Donc, c'est Lille à Berne en Suisse. Donc, pour ceux qui sont malades, c'est l'hôpital de Lille en France. Donc, si quelqu'un qui est malade de ça et qui m'écoute, je vous donne le numéro de téléphone. Plus 41 31 632 59 00. Je répète, plus 41 31 632 59 00. L'hôpital de Lille à Berne en Suisse. Donc apparemment, ils sont les plus doués au monde pour les maladies inflammatoires chroniques du système digestif. Voilà. Donc j'en ai terminé avec mes sujets. J'en suis à 1 heure, c'est ce que j'avais prévu. Je voulais juste revenir à la gastrite parce que je vous ai montré la paroi de l'estomac comme ça et il me semblait que j'avais une autre image à vous montrer. Bon, je pense que vous avez déjà regardé, mais je vais quand même vous montrer. Je vais vous montrer une muqueuse d'un estomac normal sans gastrite et la muqueuse d'un estomac avec gastrite. Vous verrez que c'est beaucoup plus rouge. Alors, vous voyez que sur votre gauche, muqueuse gastrite normale, donc sur votre gauche. Et regardez lors de la gastrite comme c'est enflammé et très rouge. Tandis que là, c'est beau rose. C'est comme je vous ai expliqué avant. Et même là, c'est encore plus rouge. Beau rose. Normalement, ça doit être beau rose, pardon. Et là, c'est très rouge. Et là, c'est beau rosé. Voilà. J'ai trouvé cette image qui est bien détaillée, bien expliquée. Mais je pense que vous êtes déjà allé vous renseigner. Il me semblait qu'au début de mon sujet des gastrites, j'avais oublié de vous montrer une image d'un estomac normal sans gastrite et d'un estomac souffrant de gastrite. Et voilà, mes amis, j'ai terminé mon sujet pour ce soir. Enfin, mes sujets, en l'occurrence mon sujet qui contenait plusieurs sujets. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un petit peu long et je suis désolée pour la maladie de Crohn. Il y avait des termes difficiles, des noms de médicaments que j'ai lus au mieux, que je ne connais même pas. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne veux pas entrer dans le détail. Et ça ferait des heures de vidéo. Comme les autres youtubeurs, ils sont pas dans tous les petits détails. Voilà, vous avez eu en gros les explications de tout ce que je voulais vous parler, de tout ce qui était important pour mon exposé, pour mon sujet. Voilà. Moi, je trouve aussi bien de faire des vidéos en me filmant que toujours ces vidéos montage où on voit pas forcément toujours le visage de la personne. Je trouve assez élégant, assez fun de lire comme ça devant vous à la caméra. Ouais, je trouve, je trouve pas mon mot. Je trouve joli, je trouve chouette. Je trouve que ça présente bien. Peut-être des fois les gens aiment bien voir la tête du youtubeur plutôt que tout le temps des images. Je sais pas. À vous de juger. Malheureusement, vous pouvez pas mettre de commentaires. Mais si vous voulez m'écrire, je vous donne mon adresse email. Et vous pouvez m'écrire là. Alors attendez.
je préfère l'écrire parce que ça sera plus simple pour vous. Donc c'est Urfer 10. Oh mince, j'ai oublié le 10. Ah, je la réécris. Effectivement, je commence à être un petit peu fatiguée. Et vous avez vu vers la fin que je me broutais un peu dans mes mots. Bon, c'est aussi les névralgies qui causent ça. Hein. Là. Je vous la donne. Et puisque vous ne pouvez pas mettre de commentaires, parce que je crois que c'est une histoire d'abonnés, de nombre d'abonnés, vous pouvez m'écrire ici, urfer10@gmail.com. Ici, URFER numéro 10 @ gmail.com. Vous pouvez m'écrire, je vous répondrai quand j'ai le temps, mais je vous répondrai dans tous les cas. Voilà, je pense que vous avez pu la noter. Je vérifie que j'ai encore bien noté juste. Je vous l'ai eu noté dans les descriptions quand on peut cliquer sur la petite flèche. Mais des fois, les gens ne vont pas forcément cliquer là et peut-être vous ne l'avez pas vu. Donc, vous pouvez m'écrire vos commentaires là, puisqu'on ne peut malheureusement pas écrire les commentaires sur mes vidéos. Je ne sais pas. Au début que je faisais YouTube, ça fonctionnait. Et je crois que c'est une sécurité ou une question d'abonnés. D'abonnés, je suis allée chercher partout dans les paramètres. Je ne peux pas les activer. C'est en fond gris et pas en fond noir. On ne peut pas cliquer. Vous savez, il y a la petite main qui vient, ou je ne sais pas. On ne peut pas cliquer. Activer les commentaires, je ne peux pas cliquer. Je ne sais pas pourquoi. Bref, on verra bien par la suite. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Et comme vous le savez, le prochain sujet parlera de l'asthme. Donc l'asthme, j'en souffre aussi. Mais attention, pas non plus tragiquement. Mais j'en souffre surtout quand il y a les pollens. Ou alors quand il fait très très froid dehors en hiver, d'aspirer beaucoup de froid. Vous verrez, je vais vous en parler. Et le sujet d'après sera la disparition des jumelles de Saint-Sulpice en Suisse, comme je vous l'ai précisé dans une autre vidéo. Et la suite des sujets, c'est une surprise, c'est mystère. Voilà, alors je vous laisse les amis. Et j'espère que ma vidéo vous a plu, malgré qu'il y a eu quelques broutages de mots, parce que c'était pas évident, je me répète, je sais. Mais j'ai pas envie que vous pensiez que je sais pas lire, non, je plaisante. Voilà, on n'est pas infaillible et vous savez très bien que l'anatomie, la médecine est difficile. Donc, au plaisir de vous lire sur mes mails. Après, je ne suis pas médecin, donc si on vos questions, je vous répondrai comme je peux, mais je ne vais pas vous dire « Ah oui, il faut prendre ce médicament » comme je vous ai expliqué, non. Mais vous pouvez m'écrire aussi concernant d'autres sujets de vidéos. Vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Je vous répondrai, mais parfois, il faudra juste patienter parce que j'ai mon travail. En plus de mes problèmes de santé, j'ai un travail, je travaille. Je suis secrétaire en employé de commerce, on me dit en Suisse, dans un cabinet juridique. Je travaille tous les après-midi. Donc, je suis assez chargée et le matin, j'ai assez de peine à me lever en raison de mes problèmes de santé. Ou alors, si je me lève, je vais souvent promener et tout. C'est très bénéfique pour la santé. Ou des fois, j'y vais le soir après le travail. Surtout que maintenant, c'est les beaux jours. Il fait longtemps jour. C'est magnifique. Voilà. Alors, à bientôt. Au revoir. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain sujet. Bye bye.